à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de lecture de Pipin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une énième vidéo du PLIB sur la catégorie Young Adult Jeunesse, avec l'avant-dernier titre qu'il me restait à lire dans cette catégorie-ci. Je vais vous parler donc de Les Royaumes Immobiles, le premier tome La Princesse sans visage de Ariel Holzel. J'espère que je prononce bien. Et c'est publié aux éditions Slalom. Alors, ce petit tome, est-ce que déjà je peux dire que j'ai été totalement charmée par cette absolument magnifique couverture, que je trouve absolument trop belle, de par le magnifique paysage feuillu qu'il y a derrière, de par cette princesse mystérieuse avec ce masque de toute beauté dessus. Franchement, j'étais très intriguée, je voulais beaucoup le découvrir. Je sais que c'est le premier tome d'une duologie, que le second tome est déjà sorti, et que je ne l'ai pas encore lu donc, parce que je viens juste de terminer ce premier tome-ci. À l'intérieur, nous avons une jolie carte qui regroupe les fameux royaumes immobiles, un arbre généalogique pour essayer de se repérer un petit peu entre les différents royaumes et les différents faits qui les composent, et après nous avons une publication toute somme classique, sans en-tête particulière ou autre. Moi j'aime bien, je trouve que la lisibilité est très claire, c'est très facile à lire, mais moi je l'ai lu en version audio grâce à Audible parce qu'il était dans mon abonnement. Donc franchement le timing était absolument parfait pour que je puisse le découvrir pour le PLIB. Et entre-temps, j'avais réservé quand même un exemplaire à la médiathèque, comme ça je pouvais alterner les deux versions audio et papier. Et qu'en est-il du résumé ? Déjà l'en-tête nous dit une plongée fantastique au royaume des fées. Dans les royaumes immobiles, l'existence est contrôlée par 4 monarques. Sans eux, la réalité serait réduite à un flot d'énergie magique et chaotique. Or, le trône d'automne vacant depuis trop longtemps menace cet équilibre. Il faut lancer un nouveau sacre. 7 jeunes femmes peuvent y prétendre. La compétition sera sans pitié. Ivy est candidate malgré elle. À 18 ans, elle a passé toute sa vie cachée derrière les murs de son manoir et les parois de son masque. Elle est une belle à mourir. Quiconque voit son visage est pris d'une folie meurtrière ou suicidaire. Propulsée dans le monde des Cides, la noblesse des fées, au cœur des manigances qui la dépassent, elle va devoir puiser dans ses ressources pour survivre, un chemin qui l'amènera bien plus loin qu'elle ne l'aurait imaginé. C'était très intéressant. Ce personnage de belle à mourir, avec ce masque qu'elle doit porter constamment, de jour comme de nuit, pour ne pas atteindre à la vie d'autres personnes sans qu'elle le veuille en plus, parce que c'est une malédiction qu'elle a, où dès le moment qu'elle enlève son masque, si quelqu'un la voit, il va forcément chercher soit à se suicider, soit il va sombrer dans la folie. Et c'est quand même un peu compliqué, donc elle est obligée de garder ce masque à longueur de temps pour éviter que quelqu'un ne la voie, même de manière totalement fortuite. Et donc elle a quand même quelque chose d'assez lourd à porter, physiquement avec ce masque et mentalement, parce que quand même elle aurait la mort de personnes sur la conscience, et si elle avait envie de l'enlever, et en même temps ça lui pèse de le garder parce qu'elle aimerait bien avoir le visage à l'air frais, pouvoir se balader comme n'importe quelle personne normale, et ça lui est refusé. Elle va se rendre compte que finalement ça lui est refusé pour une certaine raison, parce que notamment elle fait partie de la noblesse des fées. Donc elle aurait certains pouvoirs et elle aurait certaines qualités pour pouvoir monter sur le trône, notamment de par son sang. Et on va suivre cette jeune fille, Ivali de Mistfall, surnommée Ivy, qui va devoir aller au-delà de sa malédiction pour pouvoir accéder au trône, qui va devoir apprendre qu'est-ce qu'est une noble, comment être en société en tant que noble, comment gérer les complots, les trahisons, les alliances, comment apprendre à se comporter, comment se battre, comment apprendre à utiliser la magie. Tout ça, elle ne le sait pas parce qu'elle était donc cloîtrée dans son manoir depuis toute petite, et elle apprend comme ça à ses 18 ans que du jour au lendemain qu'elle est de lignée noble et qu'elle a en elle quelque chose qu'elle ne soupçonnait pas, qu'elle a des pouvoirs donc magiques. Elle va devoir traverser les épreuves du sacre, épreuves qui sont données par les reines qui sont actuellement au pouvoir, et qui ne voient pas d'un bel œil comme quoi elle veut monter sur le trône de par sa lignée. Parce que son père était donc l'ancien monarque qui a déclenché une guerre, donc les autres reines ne l'apprécient pas beaucoup. Et elles n'ont aucune envie de voir cette fille, même si elle est légitime, elle ne veut pas la voir sur le trône.
Donc elle va, avec plusieurs autres candidates, devoir faire face à de nombreuses épreuves pour pouvoir accéder à ce fameux sacre. Et j'ai beaucoup aimé ce concept des épreuves qui sont totalement inédites. Je ne m'attendais vraiment pas à ça et c'est très bien pensé parce que finalement, chacune d'elles est logique. Je vais vous donner l'exemple d'une auquel je ne m'y attendais pas, c'est l'art du thé. Alors c'est vrai que quand on peut se dire monter sur le trône, le thé, je vois pas bien l'intérêt. Mais finalement, il y en a un. Il y en a un parce que l'art du thé doit être appris avec élégance, avec raffinement, mais avec un petit peu aussi de filouterie et de malice. Parce que lors d'une conversation toute somme anodine avec vos invités, ou là en l'occurrence avec les reines, il faut balancer quelques petits potins, quelques petits secrets, quelques petits trucs alléchants qui pourraient rendre la conversation beaucoup plus agréable et rendre les oreilles des invités beaucoup plus enclines à recevoir quelques secrets ou autre chose un petit peu mystérieuse et croustillante comme ça. Et c'est pas bête du tout parce que on se dit que finalement c'est autour d'un verre que les langues vont se délier et que les futures reines vont apprendre beaucoup de choses, beaucoup de secrets qui pourront leur servir plus tard en tant que monarques. Que ce soit pour pouvoir, elles, avoir un appui, je ne sais pas, d'un quelconque noble, ou pour avoir un secret un petit peu disgracieux, un petit peu embêtant, qui va pouvoir les aider à faire pression sur une personne. Et c'est pas bête du tout. Ariel Holzel, il a une imagination débordante. Moi, c'est le premier livre de lui que je lis, et franchement, pour le moment, j'aime beaucoup. J'ai vu que beaucoup de personnes étaient plutôt en mode « oui, c'est pas son meilleur roman, c'est pas sa meilleure saga », mais n'ayant pas d'outil de comparaison, moi, franchement, celui-ci me convient très bien. Il a beaucoup de bonnes idées, il a beaucoup de magie à revendre, beaucoup d'idées justement à placer, et je pense que c'est pour ça qu'il a fait ça sur une saga, parce qu'en un seul tome, sinon, ce serait vraiment énorme. Même si, quand il décrit les différentes catégories de fées qui existent, de la noblesse ou de rang inférieur, quand il décrit les lieux, quand il décrit la magie, quand il décrit ce monde totalement à part, c'est très bien fait, mais presque j'aurais voulu encore plus, pour être encore plus imprégné de ce monde, encore plus de leurs us et coutumes, de toutes ces créatures fantastiques qui existent, parce qu'on est bien dedans finalement. Et peut-être que ça joue aussi avec la diction de la narratrice qui était vraiment très bien, avec les différentes voix qu'elle arrive à prendre pour incarner tel ou tel personnage féminin comme masculin. C'était vraiment très bien. Et même si le début est un petit peu lent à se mettre en place, parce qu'il faut justement redonner un cadre à cette jeune fille qui ne connaît ni sa lignée, ni ses pouvoirs, ni comment se comporter en tant que noble, elle ne connaît pas la situation politique des royaumes, donc il faut mettre un petit peu tout ça en place. C'est un petit peu lent, mais il y a beaucoup d'informations qui arrivent d'un coup, mais finalement, ces informations sont distillées de manière très logique, très informative également pour tout ce qui est justement créatures mystiques et fantastiques. Et on se prend finalement au jeu petit à petit, à ce jeu des sacres, et on commence nous aussi à choisir quelle est la personne que l'on aimerait voir monter sur le trône. Quelles sont celles qui auraient le plus ou le moins d'avantages à y aller, de par leurs origines, de par leur caractère, de par leurs affinités avec la guerre ou la magie, ou le côté un petit peu, comme je vous disais, d'écouter aux portes discrètement pour rapporter des ragots. C'est pas mal du tout. Il y a des bonnes idées, il y a des retournements de situation plus ou moins visibles dans certains cas, et plus ou moins agréables dans d'autres, parce qu'il y en a certains où je voulais que ça aille dans ce sens-là, et quand je voyais que ça allait dans le sens dans lequel je voulais, j'étais plus que ravie. Et la fin, on y arrive assez rapidement finalement, parce que, moi comme je vous dis, je l'écoutais en version audio, et on se laisse vraiment porter, on est pris dans le jeu, on est pris dans l'engrenage de ce sacre, dans les diverses péripéties qu'Ivy va subir, et on a envie d'en savoir plus, on est très bien avec les personnages, on commence à avoir un espoir de voir telle ou telle personne finir sur le trône, et quand le sacre final arrive, un énorme rebondissement arrive également, un retournement de situation, une catastrophe en vue, et ça se coupe. Et c'est terriblement frustrant parce que ça se coupe en plein dans l'action.
en plein où les personnages sont dans une situation critique, en plein dans un presque début de guerre, et fin. Ah, bien joué à l'auteur, mais grrr, parce que j'ai pas le tome 2 sous la main, et c'est fort dommage parce que j'étais bien dedans et j'ai envie de découvrir la suite également. Donc, c'est sûr que je vais aller lire la suite et fin de cette saga parce que j'ai bien aimé le premier tome, et même si j'aurais voulu peut-être un peu plus d'action à certains moments ou un peu plus de détails sur ce monde féerique, peut-être que j'aurais un peu plus justement dans le tome 2. En attendant, le tome 1, moi, m'a convaincu. Je l'ai trouvé très sympa, avec de très bonnes idées, une hiérarchie au niveau des fae, entre les fae nobles, donc les Cides, et les boglings, les fae de toute autre catégorie n'étant pas de sang noble, qui va regrouper que ce soit des chimères, que ce soit des catsides, que ce soit des, je ne sais pas, on va dire des dragons ou autres. Il y a d'ailleurs un petit glossaire à la fin du livre qui nous permet d'apprivoiser ces créatures dont on ne connaissait pas encore l'existence avant de lire ce livre. Donc ça nous permet de nous familiariser avec et d'en apprendre un peu plus ou de s'y référer si jamais en cours de route on a oublié telle ou telle créature, à quoi elle correspond. Donc c'est pas mal du tout. Et il y a certains personnages que j'ai trouvés absolument détestables, et d'autres comme Ivy, intéressants mais assez plats. Elle est plate, point de vue qu'elle ignore tout, elle essaye d'apprendre tout, mais il y a des moments, elle est d'une crédulité sans nom qui fait vraiment peur. Et c'est terriblement agaçant. De voir qu'elle va se faire entourlouper, ou de voir qu'elle va se faire marcher sur les pieds, ou qu'elle va se faire trahir ou autre, et ça se voit à des kilomètres à la ronde, et elle plonge dedans, en plein milieu, et elle est là, étonnée, en mode « Ah bon ?» Et moi, derrière mon écran, j'étais « Mais oui, évidemment que, ah bon, ça se voyait que ça allait arriver. » D'autres choses, je ne les ai pas vues arriver, j'ai été surprise en même temps qu'elle, et c'est très bien, parce que si j'avais découvert tout à l'avance, je me serais certainement fortement ennuyée, et j'aurais pas autant apprécié ma lecture. Moi j'ai particulièrement aimé les épreuves du sacre, qui sont toutes plus originales les unes que les autres, toutes plus ou moins cruelles également, envers les candidates, pour diverses raisons que je vous laisserai découvrir en lisant le livre. J'ai beaucoup aimé, j'ai certains personnages que j'aime beaucoup, d'autres que j'exècre, et j'aimerais savoir si dans le tome 2, ma hiérarchie de préférés et détestés va changer ou non. Je peux pas trop vous dire lesquels j'aime et ceux que je déteste et pourquoi, parce que ça va vous spoiler. Ivy, je ne l'aimais pas spécialement au début et elle commence à être intéressante entre le milieu et la fin du livre. Donc je suis curieuse de voir dans le tome 2, surtout vu la fin du premier, comment elle va évoluer et vers quoi on va aller. J'aime beaucoup également Odd, mais mon personnage préféré reste Echo, la petite chimère de Ivy. Je l'adore. Pour moi, vu la description qu'il a, j'ai l'impression de voir Pascal, le petit caméléon qu'il y a dans Réponse, mais avec des ailes genre de libellule, un petit peu féerique, un petit peu magique. Pour moi, cette chimère, elle a cette forme-là dans mon esprit, et je l'adore. C'est mon petit personnage préféré, mon petit chouchou, et je voudrais le même. Il est beaucoup trop mignon. Je l'adore. Donc on va en arriver à la fin de cette vidéo, où je vais vous dire qu'une fois de plus que j'ai beaucoup aimé, j'ai apprécié cette lecture qui m'a vraiment fait voyager parmi un monde féerique, un monde parfois un peu cruel également, mais un monde qui me laisse maintenant dans l'expectative d'un tome 2. Et je suis curieuse d'aller voir ce que ça va donner. Le premier m'a convaincue, et le choix va donc être très difficile, voire même cornélien, pour élire l'unique élu qui va gagner la palme dans les Young Adult Jeunesse. Ça va être compliqué, mais en tout cas, celui-ci, j'ai passé un très agréable moment. Peut-être que le tome 2, je l'écouterai également, mais j'espère en tout cas que ce sera la même narratrice, parce qu'elle arrive à faire des voix très drôles, très en rapport avec le caractère des personnages. C'est vraiment la diction de la narratrice qui m'avait vraiment également beaucoup plu. Donc, n'hésitez pas à découvrir ce titre de Ariel Holzel, qui est vraiment sympa. Je vais aller essayer de découvrir également les autres titres de cet auteur, parce qu'en tout cas, moi, les Royaumes Immobiles, j'ai beaucoup aimé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu ce livre, ou si vous avez lu d'autres livres de l'auteur. N'hésitez pas à me mettre les titres en me disant lequel vous avez apprécié, comme ça, moi j'irai faire mes petites recherches de mon côté, pour découvrir un petit peu plus sur lui.
En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo dédiée au Plib. Et en attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à plus tard sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!